Bonsoir à tous, bienvenue à ce webinaire en dentisterie avec l'équipe d'Yvette Mobile. Mon nom est Hélène Perra, je vais être l'animatrice. Comme toujours, nous avons le plaisir d'avoir José Marcoux qui est notre dentiste. On n'a pas le droit de dire spécialiste à chaque fois que je viens pour Pas le m'échaler au droit de dire bureau dentiste non échappé. plus, c'est pour les humains. Oui, c'est ça. Pas- Donc, Je suis rien, mais c'est pas grave. elle a passé son board en dentisterie il y a déjà au moins 2 ans. Donc, un sujet ce soir très populaire. On va parler de cas cliniques sur les chiens. Je vous avise immédiatement que le prochain webinaire aura lieu le lundi 27 octobre, encore une fois à 19h. Et là, on va faire la suite avec les cas cliniques chez les chats. Donc, probablement d'ici mercredi, je vais envoyer l'infolette avec le lien pour s'inscrire pour ce webinaire-là et aussi l'enregistrement de ce soir. Si vous avez besoin de quitter avant la fin, vous allez pouvoir écouter la fin et je vais émettre des certificats, des attestations, c'est vrai, ce n'est pas un certificat, les attestations de formation continue pour les membres de l'OMVQ. On n'est pas reconnu par la TSAC, donc c'est juste pour les médecins vétérinaires. Et pour ceux qui écoutent ce soir, si vous l'écoutez en différé, je ne peux pas émettre ces attestations-là parce que je n'ai pas de preuve que vous l'avez écouté. Donc, vous le mettez dans l'auto-apprentissage dans votre dossier de l'OMVQ. Petit message d'intérêt général, si vous avez besoin du service d'interprétation de radio en dentisterie qui est de plus en plus populaire, eh bien, Dr. Marcoux apprécie quand vous appelez ou vous envoyez un SMS, vous appelez au bureau d'Yvette Mobile ou envoyez un SMS sur le cellulaire de dentisterie. Comme ça, ils vont prioriser votre demande s'ils sont en train de faire d'autres choses. Vous allez retrouver toute cette information-là dans l'infolette qui va suivre dans les prochains 48 heures. Est-ce qu'il y a d'autres informations? Ça. Here we go! Here we go, share. OK. Bon, là, j'ai pas fait ça joli comme présentation, j'ai juste mis les photos. Mais voilà. En fait, j'ai basé beaucoup la présentation d'aujourd'hui sur des questions que j'ai reçues pendant le mois et que j'ai trouvées intéressantes. Fait que je trouvais ça le fun à partager avec tout le monde. Fait que je me suis dit, s'il y a des vêtements qui me posent des questions, d'après moi, il y en a d'autres qui ne savent pas la réponse non plus. Donc, voilà, on commence. Est-ce qu'il y en a qui sont capables d'identifier c'est quoi le problème sur ces photos et comme c'est quoi le nom exact? Mettons, qu'est-ce qu'on écrit dans notre dossier quand on voit ça? On a une seule réponse qui rentre pour le moment. Laisse 30 secondes. OK. Ben, il semble avoir un thème pour l'hypoplasie de l'émail, puis c'est une bonne réponse. Vous avez des points. En fait, ben, c'est une bonne réponse. Il y a officiellement 4 diagnostics histologiques qui peuvent, de problèmes, disons, avec l'émail, qui peuvent mener à cliniquement de l'émail qui est déformé et ou qui tombe lorsqu'on le touche légèrement. Fait qu'il y a l'hypoplasie, l'hypominéridation, puis peut-être qu'il y a dysplasie, je me rappelle même pas des deux autres, là, c'est comme une question de board. Mais par contre, communément, celui qui est le plus utilisé, c'est l'hypoplasie de l'émail. Parce que histologiquement, ben, vous ne pouvez pas savoir c'est lequel des 4, à moins que vous envoyez cette dent-là en histopathe. Et personne ne fait ça. Donc, hypoplasie de l'émail, c'est parfait. Vous pouvez tout à fait écrire ça dans votre dossier. Vous pourrez marquer défaut d'émail aussi, ça englobe un peu tout. Ça ne serait pas du tout incorrect d'écrire ça. Maintenant, c'est quoi les conséquences pour le chien d'avoir ça? Est-ce qu'on s'en fout? Est-ce qu'il faut traiter? Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est tout ça qui est important.
On a vu comme un clip de mouches qui volent. Il n'y a personne qui s'essaie de, si c'est votre patient. Ah, OK, ça rentre un peu. Oh! Gold Star pour Dr. Chamberlain. Pas pire, pas pire. À date, toutes les réponses sont bonnes. Donc, prédisposition au carie, en fait, oui. Euh, l- les chiens ont très peu de caries pour commencer, mais oui, si un chien était prédisposé, si un chien avait des caries, c'est sûr que ça serait beaucoup plus sévère dans une dent qui n'a pas d'émail parce que la carie est directement dans la dentine pour y aller. Euh, la pulpe pourrait être exposée effectivement. Puis, prédisposition aux fractures, prédisposition à l'usure aussi, parce que si un chien se fait un petit peu d'abrasion, puis qu'il n'y a pas d'émail à cet endroit-là, puis qu'il est directement dans la dentine, mais il va user sa dent beaucoup plus rapidement et puis possiblement exposer sa pulpe plus rapidement. Euh, pour possiblement la sensibilité dentinaire, oui, tout à fait, parce que, en tout cas, moi, j'ai une couple d'endroits où ce que ma jonction amélo-segmentaire est exposée, puisque j'ai un petit peu de récession gingivale, et laissez-moi vous dire que ça, on le sent. Donc, la sensibilité dentinaire aussi. Puis, prédisposition aux fractures. En fait, moi, ce qui m'inquiète sur ces photos-là, disons la photo qui est en haut à votre gauche, c'est surtout la portion comme mésiale, buccale là-dedans. La pointe a l'air correcte, il y a peut-être un petit peu de perte de main auditaire, mais cette dent-là, elle m'inquiète moins que, par exemple, la canine qui est plus à droite, parce que à partir du moment où la pointe, il n'y a plus de pointe d'émail, puis habituellement, il y a un petit peu plus d'épaisseur d'émail sur les pointes, j'ai vraiment plus peur que ces chiens-là cassent leurs dents. Ça serait encore pire sur une PM4 parce qu'on sait, la dent triangulaire, là, c'est souvent là qui, lorsque les animaux croquent un objet, c'est vraiment la pointe qui prend tout l'impact, d'où les fractures en biseau. Mais s'il manquait d'émail sur une cuspide, fait que c'est la pointe principale d'une dent, je serais inquiète que cette dent-là soit prédisposée aux fractures. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, à partir du moment, tant que la pulpe n'est pas exposée, on a des options. On peut faire des scellants dentinaires. Donc, moi, ce que je ferais, je prendrais ma curette et j'essaierais d'enlever toutes les mailles que je peux. Ça semble contre-intuitif, mais si je suis capable d'enlever des mailles avec ma curette, c'est parce que cette émail-là ne tiendra pas de toute façon. Souvent, histologiquement, l'émail, c'est toutes des petites colonnes qui sont perpendiculaires à la dentine, qui sont vraiment comme perpendiculaires à la dent. Puis si on a des morceaux de ça qui sont undercut, non, j'ai appris ça, le résident de Caro m'a montré une contre-dépouille, c'est le mot pour dire un undercut en français. Euh, En fait, c'est que l'émail qui n'est pas soutenu par les lamelles va juste tomber au point d'impact. Donc, avec une curette, on enlève qu'est-ce qu'on peut. Puis, on pourrait faire un scellant pour empêcher la sensibilité dentinaire, puis possiblement empêcher les caries. Ça ne règle pas nos problèmes de fracture. Si on veut régler des problèmes de fracture, on peut soit faire une restauration, mais ça dépend. Tous les chiens ne sont pas un bon candidat. C'est-à-dire que la dent qui serait en haut à gauche serait un bon candidat pour une restauration parce qu'il n'y a pas vraiment de force qui va être appliquée sur cette zone-là de la dent. C'est beaucoup plus difficile de faire tenir une restauration qui est vraiment en partie occlusale, donc qui va recevoir les forces de la mastication. Si j'avais, maintenant, cette canine de chien-là, qui est elle à droite, je recommanderais probablement une couronne à ce moment-là. C'est très dispendieux. Malheureusement, ça prend 2 anesthésies, puis des restauratifs que pour cimenter ça en place sont ridiculement chers. Mais c'est la recommandation principale. Sinon, on peut tout simplement attendre et voir, puis s'assurer éduquer le client pour qu'il surveille l'apparence de cette dent-là. Si un jour elle casse, ben, au moins il pourra se présenter rapidement pour la faire extraire. Mais c'est un petit peu ça, le topo des défauts d'émail. Fait qu'on vérifie, on vérifie au radio s'il y a un élargissement de la pulpe, n'importe quel signe de maladie endodontique, fait élargissement de la pulpe, lésion périapicale, on compare avec les dents de l'autre côté. Parce qu'évidemment, les bactéries pourraient pénétrer s'il n'y a pas épais de dentine, surtout si le chien, ben normalement, il vient pas il vient au monde, mais les dents font éruption avec le défaut d'émail. Et avant qu'il se dépose suffisamment de dentine là, pour sceller le tout, ça peut prendre plusieurs mois. Euh, donc, si vous avez un jeune patient, on surveille ça. Si le patient il a 8 ans, mais ça se peut en fait que ça fait 6 ans qu'elle est morte, cette dent-là. Donc, on check nos radios.
Puis, on conseille le client. Si c'est un jeune patient encore là, je serais encore plus enthousiaste de recommander Ceylan pour au moins régler la sensibilité dentinaire pour ce patient-là, là. Si le patient a 8 ans, je pense que le bateau est probablement a quitté le port il y a longtemps. Mais je vérifierai que les dents sont en santé, puis voilà. Euh, Est-ce que ce serait une mauvaise pratique de l'enlever préventivement si c'est aussi sévère que celle de droite? Je pense pas. C'est-à-dire, on attend un peu les problèmes qui surviennent. Euh, à vous de voir avec le client là, ses objectifs. Je dirais qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Elle est à risque de casser, soit qu'on la surveille. Si on se dit peut-être que ça lui fait mal, elle va se casser un jour, il y a quand même un gros défaut comme ça, il y a quand même des pas pires chances qu'elle casse. Je ne serais pas outrée si quelqu'un décidait de l'enlever. Ça- Voilà. Autre question sur les défauts d'émail? On dirait pas. Fait, on change. On change, oui. Bon. Ah! Ça, c'est une radio que j'ai reçue en courriel. Est-ce que quelqu'un, là, je vous donne vraiment comme 10 points si quelqu'un me sort le nom de ce qu'on voit ou qui est capable d'identifier ce qu'on voit à cette radio. Il nous faudrait un sound clip de la musique de Jeopardy, là, comme. Tranquille. Quand il y a le mot bizarre dans une réponse. Je suis d'accord qu'il y a comme un petit halo rond autour, mais je pense que c'est un hasard. Ça, c'est deux autres radios de patients à moi qui ont des conditions semblables. Dites-vous que toutes les trois radios représentent la même condition. Ah, personne n'est prêt pour leur board. Je ne sais pas si Julien est là, le nouveau résident Caro, s'il est là ce soir, je pourrais lui poser des questions. Mais des bouts de racines, mais il appartiendra à quelle dent, ces racines-là? Je veux dire, c'est complet, là, si on compte. Je veux dire, tu pourrais avoir une dent surnuméraire, puis là, pourquoi il y aurait comme une racine là, il n'y a pas de ligament parodontal autour. OK, je vais vous... ça peut arriver aussi du côté humain. Ils appellent ça un Gansbold Island en médecine humaine. En médecine vétérinaire, vous avez peut-être déjà entendu ostéosclérose idiopathique. C'est l'autre mot qui est. Je ne sais pas si je peux. Oups, non, je ne peux pas surligner. Ostéosclérose idiopathique. Ça ressemble à une autre condition dont je vais parler tout de suite après. Et je ne me rappelle jamais de la différence entre ces deux conditions-là. Je me mélange toujours entre les deux noms. Et donc, quand la vet m'a demandé ça, j'ai eu un. Mon cerveau a fouillé vraiment très, très fort pour sortir le mot. Ça m'a. Il y a des fils qui se sont touchés, là, mais j'ai réussi à retrouver ostéosclérose idiopathique. En fait, c'est une densification, une minéralisation un peu aléatoire des trabécules à l'intérieur de la mâchoire, ce qui va créer cette opacité-là euh, à l'intérieur. C'est plus souvent la mandibule qu'au maxillaire. Puis, les caractéristiques, c'est qu'il n'y a pas vraiment comme d'espace de ligament parodontal autour, où il y a... C'est comme un peu vague et il n'y a pas vraiment de délimitation
clair autour de ça. C'est absolument bénin. Il n'y a rien à faire avec ça. Ça n'a aucune conséquence. Puis voilà. Ça n'a pas la même densité qu'une racine, si jamais vous vous demandez là, pourquoi j'ai posé ce diagnostic-là plus que l'autre. Vous voyez ici que mes racines sont un petit peu plus blanches. Sont vraiment plus denses que ça. Ça a vraiment plus comme une opacité. Ben là, j'avoue que celle-là n'est pas pire, là, mais. Donc, habituellement, ça flotte, c'est pas associé à rien, c'est pas associé à une maladie. Tu sais, vous voyez dans votre cadran, les dents ont l'air tranquilles, il ne se passe rien de particulier. Euh, Fait que voilà, ostéosclérose idiopathique, vous pouvez en voir une fois de temps en temps. Peut-être qu'un jour, vous allez le voir dans vos propres radios chez le dentiste. Euh, Fait que, tu sais, des fois, si vous voyez une petite minéralisation qui n'est pas associée à une dent qui a l'air de flotter dans la bouche d'un chien, mais envoyez-moi là si vous voulez vérifier, mais en général, c'est complètement bénin et sans conséquence. La maladie à laquelle ça ressemble, c'est l'ostéite condensante. Et c'est ça qui me mélange tout le temps entre ostéosclérose idiopathique puis ostéite condensante. Mon cerveau veut rien savoir. Donc, ça, c'est, je pense que c'est une radio qui provenait de quelqu'un d'autre. Vous voyez où il y a une genre de raréfaction ou, j'aurais dire, une zone radiotransparente autour des apex. Puis ensuite de ça, il y a comme une zone plus radio-opaque autour qui va faire comme un halo. Fait que le halo, c'est l'ostéite condensante. Puis en général, pas en général, c'est toujours associé à une dent qui est morte. Puis c'est l'os qui réagit, une espèce de d'ostéomyélite semi-chronique. En fait, je devrais dire de parodontite apicale chronique. On peut même voir sur la radio ici que la couronne est fracturée. Donc, ça doit être extrait, cette dent-là, à chaque fois qu'on voit ça. On le voit ici aussi. On a une espèce de beau halo foncé, vraiment centré autour d'un apex. Là. Encore une fois, belle radio, belle fracture euh, de la couronne. Donc, ostite condensante, fait que le halo rond autour des apex foncé, c'est toujours associé à une dent qui est morte, il faut extraire. Puis, un petit bout d'opacité qui semble associé à rien, qui n'a pas de ligamentaux, qui est un peu mal défini. C'est de l'ostéosclérose idiopathique et c'est complètement bénin et sans conséquence. Fait que voilà, vous avez appris quelque chose ce soir. Ah ah! En fait, ça, je voulais lancer une discussion parce que j'ai eu, encore une fois, ce mois-ci, une question d'une vétérinaire qui m'envoie, ça c'est sa radio pré-op, elle voulait extraire la vitre parce qu'il y avait de la perte, euh, un petit peu de perte osseuse, donc de maladie parodontale autour de la vitre. On essaie de sauver notre neuf. Mais la vitre, c'est pas souvent la dent la plus le fun à extraire. Et là, ce qui est arrivé, c'est ça. On a une racine dans le canal mandibulaire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y en a ça leur est déjà arrivé ou qui ont réussi à sortir une racine de là? Voulez-vous nous en parler? Sinon, après ça, je peux vous dire step by step comment vous sortir de là. On a une personne, le docteur Geneviève Courchaine. Bravo! Plusieurs. Docteur Guillaume Bourque. Elle dit enlever de l'os. Ouais. Est-ce que tu veux les faire parler ou? Ah non, je voulais juste voir. Mais déjà, j'ai hâte de voir qu'il y a des gens qui ont réussi à les sortir. Bon, fait qu'il y a plusieurs raisons, premièrement, de comment on se retrouve dans cette situation-là au départ. Fait que déjà, il y a peut-être des petites choses à éviter. Une des choses que je trouve qui précipite, disons, d'envoyer les dents dans le canal mandibulaire, ça va être d'utiliser un élévateur à dents qui est trop petit pour la dent qu'on est en train d'essayer d'extraire. Qu'est-ce qui arrive quand on utilise un élévateur qui est trop petit? Ça nous fait l'effet un peu d'un pic à glace, puis on va, en poussant des fois, un instrument plus petit va plus facilement piquer au travers du fond de l'alvéole puis créer un trou. Puis une fois qu'on a fait un trou, c'est beaucoup plus facile de pousser une racine dans le trou que si on a un beau plafond ou un beau plancher. Donc, elle n'a pas de raison d'aller nulle part. Donc, je vous conseille toujours d'utiliser un élévateur à dents qui représente à peu près
le tiers de la circonférence de la dent que vous êtes en train d'essayer d'extraire. Donc, si vous prenez votre racine, là, vous faites la circonférence, mon élévateur devrait couvrir à peu près entre le quart et le tiers de la circonférence de ma racine. Si c'est plus petit que ça, vous risquez de défoncer votre alvéole. Et après ça, une fois que le chemin est fait, c'est beaucoup plus facile pour les dents de se ramasser dans le trou. Donc, déjà, en ne faisant pas ça, c'est un bon départ. L'autre chose qui arrive, c'est quand on casse notre racine, ça arrive, c'est pas la fin du monde, mais c'est vraiment important de bien visualiser ce qu'on fait avec nos instruments ensuite parce que c'est très dangereux si on place notre élévateur par-dessus notre racine en pensant qu'on est dans l'espace entre la dent et les ligaments, dans l'espace du ligament, donc entre la dent et l'os, mais qu'en fait, on est par-dessus. Mais c'est sûr qu'en élevant, en fait, on va juste faire pression sur toute la dent, puis c'est là aussi qu'on peut la défoncer l'alvéole puis se ramasser avec une dent dans le nez ou dans le canal mandibulaire. Donc, quand on casse une racine, je vous conseille fortement d'enlever de l'os jusqu'à au moins dégager sur un côté la racine, puis de pouvoir bien visualiser là où on place notre instrument, puis s'assurer d'être à côté de la racine et pas par-dessus. Parce qu'encore une fois, être par-dessus, c'est là qu'on pousse nos dents dans les espaces où il ne faut pas les pousser. Euh, donc, c'est pas mal les deux choses à ne pas faire. Élévateur trop petit puis pousser par-dessus notre racine parce qu'on n'a pas une bonne visualisation de ce qu'on fait. C'est comme ça qu'on se ramasse dans le trou. Évidemment, quand on a un petit bout de racine de cassé, le fait de bénéficier de la succion et des loupes, là, je sais que je suis tannante avec ça, mais va beaucoup, beaucoup faciliter le reste de votre chirurgie. Donc, là, vous savez quoi ne pas faire, mais mettons que c'est arrivé pareil. Qu'est-ce qu'on fait? Là, en fait, sur cette radio-là, je trouve que la dent est encore bien placée. Donc, j'ai encore espoir qu'elle peut sortir facilement. Si vous voyez, des fois, j'ai pas de radio de ça par contre, là, mais des fois, la racine tombe dans le canal mandibulaire puis elle va vraiment venir se placer horizontalement. Là, elle est pas mal plus loin, là. Fait que ça devient plus difficile à sortir. Puis des fois, on a le trou de l'alvéole qu'on a fait, puis elle est même plus vis-à-vis, là. Donc là, ça commence à être sportif, mettons. Euh, Petite question, c'est quoi les conséquences pour l'animal s'il y a une bout de racine dans le canal mandibulaire? À quel point, là, à quel point c'est grave? Et infection, quoi d'autre? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Migration, OK. Puis même si elle migre, elle va migrer où? Qu'est-ce qu'elle va faire? Douleur, oui. Donc, c'est bien connu en médecine humaine, ouais, neuropathie au niveau du nerf mandibulaire. Entre autres, les dents de sagesse, là, bref, j'ai lu un cas un petit peu spécial. J'ai lu beaucoup de choses sur les dents de sagesse en humaine récemment. Puis, ils ont très, très, très peur d'aller mobiliser quoi que ce- quelque structure que ce soit dans le canal mandibulaire parce que ça peut causer des néphrites, de la douleur chronique ou des pertes de sensation. Euh, dans le fond, de tout ce qui est en aval là, de la zone qui a été touchée. Chez les humains, d'avoir des picotements dans la lèvre, d'avoir une perte de sensation de la lèvre, ben, apparemment que c'est désagréable de ne plus sentir un bout de ta lèvre. J'ai d'ailleurs rencontré quelqu'un cette semaine pour qui c'était le cas. Euh, c'est sûr que pour un humain, de ne pas sentir ce que tu manges, etc., c'est un petit peu tannant. Pour un chien, ben, cliniquement, on ne pourra jamais objectiver ça, hein, de dire, as-tu des picotements dans ta lèvre? Ben, bonne chance pour le voir, mais il y aurait des chances, si le nerf est pincé, qu'il y ait des douleurs chroniques. Puis, encore une fois, ça sera difficile à diagnostiquer, donc peut-être que notre animal va souffrir en silence pour le reste de sa vie, ce qui serait évidemment pas cool. Infection, oui, c'est possible. En général, je vais m'attarder un petit peu à savoir est-ce que le fragment qui est dans le canal mandibulaire ou dans le nez était propre avant de commencer la chirurgie. Donc, l'exemple de cette situation-là où il y avait de la maladie parodontale sur une racine, l'autre racine était déjà, celle qui est cassée était pas mal intacte,
puis le bout de racine qui était apical était entièrement recouvert d'os avant que la chirurgie commence. Donc, à part le fait que notre chirurgie n'est pas stérile, ce morceau-là était stérile avant de commencer. Donc, s'il restait dans le canal mandibulaire, je serais beaucoup moins inquiète qu'il cause une infection. C'est pas impossible, là, mais ça reste que c'était un morceau très, très propre. Si la dent était fracturée avant de commencer et donc que l'intérieur du canal pulpaire était contaminé, puis que là, je le pousse dans le canal mandibulaire, ben là, ça, on demande à ce qu'il y ait des problèmes parce qu'on sait que ce morceau-là est contaminé et qu'il est possiblement même infecté avant même de commencer. Puis là, on a juste poussé un corps étranger dans le canal mandibulaire. Donc là, je serais vraiment je pousserais plus, mettons, pour aller chercher ou pour référer pour que quelqu'un d'autre aille chercher. Fait que, ouais, douleur, on n'est pas sûr. Engourdissement, on n'est pas sûr. Puis infection, comme je dis, si le morceau est propre et que le client, on est d'accord pour faire une réévaluation radiographique à chaque année, ça pourrait se terminer comme ça. Je vais vous montrer des petits trucs pour le sortir vous-même ou je vais vous dire ce que moi je ferais en référence, mais c'est toujours possible de me le référer ou de le référer à votre dentiste préféré. Sachez que si le client accepte d'être référé pour que quelqu'un aille l'enlever, c'est 100 fois plus facile pour le chirurgien d'aller dans le trou de l'alvéole que vous avez fait et d'aller, parce que la racine est probablement quand même dans cette zone-là. Là. Fait que je ne veux pas l'avoir dans 3 mois quand son os s'est rempli et qu'il n'y a plus de trou. Là. Fait que s'il veut être référé, c'est à l'intérieur d'une couple de semaines idéalement. Là. Parce que je veux repasser dans vos points de suture puis dans le trou de l'alvéole de la racine qui était partie. Pas dans 3 mois, pas dans 6 mois, puis pas dans un an, parce que dans un an, ça va être rempli d'os. Puis là, il va falloir que je fasse une fenêtre et que là, j'essaie de faire une fenêtre vis-à-vis le petit bout de racine, ça va être 100 fois plus difficile. Donc, si le client accepte la référence, bien, référez-le immédiatement. OK, fait que là, il est dans le trou, on voudrait qu'il sorte de là. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous êtes dans le canal mandibulaire, mais que vous n'avez pas encore lacéré de la veine ou l'artère, ben, c'est possible que ça ne saigne pas encore. Donc, souvent, la visibilité n'est pas si mal. Dans le nez, par exemple, juste l'épithélium lui-même saigne abondamment. Donc, de toute évidence, si vous avez fenestré, ben, il y a au moins l'épithélium du plancher que vous avez un petit peu lacéré. Donc, c'est souvent un petit peu plus sanguinolent dans le nez. Fait que, encore une fois, succion de visualiser qu'est-ce qu'on fait va vraiment vous sauver la vie. Dans le canal mandibulaire, si jamais ça vous arrivait une badotte, qu'il soit au cours de votre chirurgie ou même au moment d'avoir poussé le fragment dans le canal mandibulaire, si ça se met à saigner puis que vous avez lacéré soit l'artère ou la veine, la bonne nouvelle, c'est qu'un animal ne peut pas s'exsanguiner de son canal mandibulaire. OK? Donc, ça peut pisser quand même allègrement, mais vous n'avez pas besoin d'avoir peur que le chien va avoir besoin d'une transfusion ou quoi que ce soit après. Donc, on ne panique pas. C'est plate, mais il n'y a pas tant de conséquences pour le patient, à part que vous ne voyez plus rien. Donc, on reste calme, c'est pas grave. Bon, fait que là, il faut aller sortir de là, ce petit bout-là. Et évidemment, il ne faut pas lacérer plus les structures qui sont là. Fait que la première chose à faire, ben, c'est comme dans cette image-là, on prend une radio pour voir le bout il est où. Fait que là, dans ce cas-ci, il est encore pas pire vis-à-vis le trou, mais s'il a été poussé médialement ou distalement, ou si vous êtes dans le nez puis vous voyez que le fragment est très, très loin dorsalement, ben, ça va vous donner une idée de où aller chercher. Puis d'ailleurs, s'il est dans le nez, là, n'hésitez pas à faire une vraie latérale avec votre capteur ou à la limite avec une radio de tête, là, mais même avec votre capteur, vous mettez le capteur à l'extérieur du patient, vous prenez juste une 90 degrés, là, puis vous allez voir si votre fragment est encore dorsal près du palais ou s'il est rendu vraiment haut dans le dessus du nez. Parce que s'il est vraiment, vraiment loin, ben, il y a des chances que vous ne le retrouviez pas, puis ça ne sert à rien d'aller fouiller là-dedans pendant 20 minutes, à juste lacérer les cornets. Ou à la limite, avec une pince, vous pourriez essayer de vous glisser vers le haut, mais d'avoir une idée de où est-ce qu'il est au bas, ça va être très pertinent là, dans comment rechercher. Mais souvent, on ne pense pas qu'avec nos radios dentaires, on peut faire des vues autres que la bisectrice qu'on fait tout le temps. Là. Mais oui, vous pouvez prendre une latérale, vous pouvez prendre aussi une occlusale, juste mettez votre film parallèle au palais, prenez une perpendiculaire par rapport au nez, puis vous allez voir gauche-droite si
s'il fragmente encore vis-à-vis de votre trou ou s'il est rendu plus vers le centre du nez. Puis encore une fois, ça va vous donner une idée de s'il est très loin. Parce que dans la cavité nasale, c'est un peu plus grand, là, fait qu'ils peuvent voyager un peu plus. Ça va vous donner une idée de si vous avez des chances de le rattraper ou pas. Si vous avez de la succion, ça m'est déjà arrivé d'être vraiment, vraiment chanceuse. Puis, c'est de délicatement passer la succion pour enlever le sang. Puis, ça m'est déjà arrivé que le bout de racine vienne. Donc, dans ce cas-là, on va s'acheter un 6,49, mais ça se peut. Je vais reposer. Il y a une question, je vais la regarder Oui. Donc, succion, c'est votre amie parce qu'une fois de temps en temps, on est chanceux, puis elle va venir vraiment juste toute seule. Bon, dépendamment de où est placée la racine, le but, ça va être d'aller ouvrir l'os vis-à-vis, de faire une plus grande ouverture vis-à-vis votre racine pour qu'elle sorte. Et puis, possiblement aussi pour que vous puissiez mettre un instrument de chaque côté pour qu'elle sorte. Donc, si, par exemple, mon alvéole est ici, ma racine est rendue là, bien, il faut que je fasse un trou en regard de ma racine si je veux essayer de le sortir. Parce que, de penser que vous allez le ramener avec comme une cuillère, là, ça n'ira pas du tout. Donc, si je pense que je veux mettre les deux morts de ma pince de chaque côté, il faut que j'aille de la place. Même si c'est encore vis-à-vis, à la limite, on rouvre un petit peu plus grand, justement pour que j'aie des chances de le passer avec ma pince, parce que souvent, votre trou est exactement la largeur de la racine elle-même. Donc, vous n'avez pas vraiment de chance d'aller jouer avec des instruments-là, là, ça ne peut pas sortir. Donc, on agrandit notre trou. Là, c'est sûr que si on est dans le canal mandibulaire, on ne veut pas passer la fraise dans le canal mandibulaire. Donc, vous pouvez fenestrer latéralement jusqu'à la hauteur du canal. Donc, on voit ici sur la radio, là, la racine est peut-être aux 2 tiers dans le canal, mais la partie, mettons, occlusale ou gingivale de la racine, on pourrait encore enlever de l'os avant de risquer d'être rendu dans le canal, puis je rouvrirais un petit peu plus grand chaque bord. Puis des fois, c'est ça, si elle est tombée puis elle est rendue, mettons, plus distale, ben, ça veut peut-être dire d'aller enlever l'os interradiculaire, d'aller se faire une grande fenêtre pour essayer que notre trou soit vis-à-vis notre racine, pour espérer la sortir. Des fois, j'en ai déjà vu dans le nez, ils vont se placer vis-à-vis la dent suivante. Mais là, il faut se demander, est-ce qu'on veut vraiment le sortir de là? Est-ce que ça vaudrait la peine d'aller extraire la dent d'à côté pour se faire une meilleure fenêtre? C'est des questions qui se posent. Donc, de vous faire une fenêtre, je prioriserais les fraises diamants à ce moment-là, si vous en avez, parce que les fraises en tungstène ont vraiment des flûtes, puis ils vont vraiment agripper les tissus mous, puis déchirer les tissus mous quand on les rencontre, alors qu'une fraise diamant, c'est un petit peu plus comme du papier sablé. Donc, si vous vous ramassez quand même dans le canal mandibulaire avec votre fraise, vous allez faire beaucoup moins de dommages avec une fraise diamant qu'avec une fraise ordinaire, là. Donc, si vous avez des fraises diamants, ça serait le moment de les utiliser. On se fera un tout plus grand, puis on va se faire de la place, non seulement pour la racine, mais pour que nos instruments fitent de chaque bord. On va regarder ensemble les instruments qu'on peut utiliser. Donc, il y a plein d'outils que moi, j'ai dans mon coffre parce que, bon, je suis une princesse et j'ai plusieurs... Puis, de toute façon, ces cas-là, c'est moi qui les ramasse. Donc, j'ai plein de jouets. Donc, ça, c'est un élévateur à bout de racine qui s'appelle Stieglitz. Il est très pointu. Il peut être soit droit ou à angle. C'est vraiment mon ami pour les petits bouts de racine parce que même si l'instrument est gros, étant donné que les morts sont très triangulaires, bien, la pointe est toute petite. Fait que je trouve que la plupart du temps, je suis capable de mettre la pointe dans les alvéoles pour aller chercher les bouts de racine. Donc, ça, si j'avais à aller chercher quelque chose dans le nez, c'est sûr que je sortirais mon Stieglitz. Puis, il y en a d'autres qui s'appellent Pete, P-E-E-T, pas Pete comme Peter, là, mais qui ressemblent à des Stieglitz, mais d'avoir des pinces à bout de racine, ça aide. Non, c'est pas pareil qu'une mosquito. Les morts, je trouve qu'une mosquito, ça glisse vraiment plus, mais si vous n'avez rien d'autre, puis vous avez une mosquito pointue, puis vous n'avez rien d'autre à votre disposition, vous pourriez l'essayer aussi. Mais si vous avez un petit peu de budget pour investir, un Stieglitz, ça aide vraiment beaucoup. Sinon, il y a les élévateurs à bout de racine que souvent vous avez déjà dans votre kit puis que vous ne savez juste pas à quoi ça sert. Ça m'arrive souvent que les gens me demandent hey, ça ou ils viennent voir dans mon kit, oh, ça c'est hot, puis là, je regarde dans le leur puis je fais comme t'en as un. Donc, c'est des petits instruments, des petits élévateurs souvent qui vont être pointus. Il y en a qui peuvent avoir un bout un petit peu rond.
ça a souvent à peu près 1 millimètre de large, c'est tout petit. Il y en a qui sont montés sur une poignée comme un élévateur à dents, puis il y en a qui sont montés sur une poignée un peu plus comme une sonde parodontale. C'est le choix du chef, mais si c'est pas vous qui avez commandé vos instruments, mais regardez là-dedans parce que des fois, vous avez quelque chose du genre. Euh, Si vous en avez deux, ça peut être le fun des fois de prendre les deux puis d'essayer d'aller pincer votre bout de racine puis de le sortir. Fait que ça m'est déjà arrivé de réussir ça aussi. Puis ces instruments-là, moi, j'aime beaucoup la version qui se prend avec les doigts là, parce que on veut vraiment, tu sais, délicatement. Si la racine est rendue dans le nez ou dans le canal mandibulaire, là, dites-vous qu'elle n'est plus attachée à de l'os. Fait à ce stade-ci, elle flotte. Fait que c'est d'aller la cueillir, OK? Il n'y a plus rien à élever, là. Le but, c'est juste de ne pas la pousser plus loin, mais elle n'est pas attachée après rien, là. Donc, c'est vraiment juste d'aller la chercher avec un petit instrument. À la limite, là, si vous n'avez pas de toothpick comme ça, puis vous cherchez quelque chose, allez chercher 2 grosses aiguilles, puis essayez de voir si vous êtes capable de pincer votre dent puis sortir, là. Ça pourrait être quelque chose. Fait que succion, Stiglitz, élévateur à bout de racine, on se fait la plus grande fenêtre qu'on peut. Radio pour visualiser est où notre dent, puis normalement, ça se passe bien. Je dirais dans le canal mandibulaire, c'est un petit peu plus tannant parce qu'il y a du gras dans le canal mandibulaire. Fait que des fois, tout est comme slimy, là. Fait qu'elle est encore plus glissante. Puis dans le nez, ben, ça saigne abondamment parce que c'est la muqueuse. Donc, je sais pas qu'est-ce qui est mieux, là. Mais les situations sont un petit peu différentes. J'ai déjà aussi été chanceuse, puis en me rendant compte qu'elle n'allait pas sortir du nez, là, que j'étais incapable d'aller la chercher, puis qu'il aurait fallu que je fasse une rhinotomie, ou, puis qu'on n'allait pas aller là, de bien pacter la gorge, puis de flusher le nez abondamment, ça se pourrait... ben, soit on la pousse plus loin, mais bon, je veux dire qu'elle soit dans le nez en avant ou en arrière, on n'est pas plus avancé, mais ça m'est déjà arrivé d'être capable, juste, elle est sortie, là. Donc, en dernier recours, c'est aussi une possibilité. Vous mettez la seringue RO dans le nez, vous mettez juste l'eau, là. Puis, on flush, on s'assure évidemment que notre tube est bien gonflé, qu'on a des petites éponges ou peu importe. Puis, on essaie de pousser ça. Puis après ça, ben, vous prenez des radios, vous vérifiez du parti, c'est pas là. Est-ce que tu pourrais nous appeler Stiglitz? C'est moi, je dis, oh non, c'est les gens qui l'écoutent. Stiglitz. Stiglitz. Est-ce que tu vas pour la question tantôt qui a été demandée Oui, sur la référence? Veux-tu répondre tout de suite ou tu vas. Parce oui, que. oui, je vais les prendre dans l'ordre, là, les questions. OK, j'ai un peu fini mon speech. J'avais préparé d'autres choses. Ah, la succion. Il y en a des fois qui ont la machine à succion en clinique, puis c'est juste qu'ils l'utilisent en chirurgie, mais ils ne l'utilisent pas en dentisterie. Rendu là, l'investissement, c'est juste d'acheter un embout, là. Fait que go for it. Les tubulures, tu sais, ça coûte 1 pièce chaque, puis les machines est portable, là. Fait que vous pouvez la prendre en chirurgie puis l'amener en dentisterie et vice-versa. Fait qu'un embout Fraser, ça ressemble à ça. Il y a un petit stylet dedans parce que souvent, ça coagule à l'intérieur parce que c'est tout petit, là. Fait que de temps en temps, pendant la chirurgie, on passe le stylet pour enlever les caillots, mais ça ressemble à ça, un embout euh, pour les petites alvéoles, si toutefois vous avez déjà un appareil à succion. Ouais, OK. Donc, OK, les questions. Si ça arrive, avez-vous des trucs de communication client pour référer versus coût de la procédure, écoute du support, on peut s'attendre à quoi? Ben, si vous faites juste m'appeler au téléphone, puis qu'on jase, puis je vous explique comment la sortir, puis je vous donne un petit support moral, ça, c'est d'habitude, il n'y a pas de frais, là. Fait que, de toute façon, vous ne me demandez pas de poser un diagnostic, là, c'est le diagnostic est là, là. Fait que, ça, il n'y a pas de frais, fait que si vous voulez que je vous aide, il n'y a pas de problème. Si moi, mettons qu'il est référé, puis j'ai juste ça à faire, là, souvent je vais charger. Honnêtement, tu sais, c'est comme l'anesthésie, c'est comme le setup là, qui est plus long que le temps de chirurgie lui-même. Fait que ça va être une anesse, racine d'un dent, souvent un frais de complexité. Euh, Ça tourne autour d'un 1002 vite de même, là. Tu sais, mettons, appelez-moi pour que je vous en fasse un officiel, là, mais ça va ressembler à peu près à ça. Euh, si, euh, si on a vraiment juste ça à faire de du genre, oh, je l'endors. Des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y avait d'autres dents extra, puis là, vous êtes tanné, puis vous faites comme, ben,
je les ferai en même temps. Mais s'il y a vraiment juste ça à faire, ça va ressembler à ça, les frais avec nous. Vous pouvez expliquer aux clients que c'est une complication connue des extractions. Tu sais, c'est quelque chose qui peut arriver, ça arrive en humaine. Souvent, c'est pas quelque chose qu'on parle avant les extractions parce que si on se mettait à dire toutes les choses qui peuvent mal aller, ben, on ne ferait jamais de chirurgie, là. Mais si votre client vous en veut, quoi que ce soit, ben, c'est un peu, ça fait partie de la game, là. C'est une complication possible qui arrive. J'aime 100 fois mieux avoir ça qu'un élévateur dans l'œil, fait que ça pourrait être pire. Fait que souvent, on explique si c'est dans le nez, ça peut faire des rhinites chroniques. Encore une fois, ça dépend si le fragment est propre ou pas, mais ça risque d'avoir un corps étranger dans le nez, même s'il est propre. Les sécrétions peuvent s'accrocher dessus, là, ça finit par se calcifier. Mais souvent, ce que je vais dire, c'est si un jour votre animal présente des signes de rhinite, ben, dites à la médecine interne quand vous allez les voir qu'il y a possiblement un corps étranger dans le nez, peut-être qu'en endoscopie, ils peuvent aller le chercher. Fait que c'est important que ça soit comme, connu de l'histoire du patient. Fait que c'est ça le risque quand il est dans le nez, c'est pas tant la douleur chronique, c'est plus qu'il y ait des rhinites après ça. Euh, Ça, c'est des coûts. Puis ouais, c'est une complication connue et possible des extractions, fait que c'est comme shit happens. Euh, Il y a deux autres questions. pour les dents maxillaires, la racine peut-elle se retrouver sous la muqueuse nasale et alors le flush de narine ne fonctionne pas? En fait, je pense pas qu'elle serait entre la muqueuse et l'os. Je pense plus que des fois, ça fonctionne pas, le flush, parce que les cornets nasaux, c'est super serré, là. Fait que, des fois, on a beau la rincer juste pris. Donc oui, ça se peut que le flush fonctionne pas, là. Ça m'est arrivé, je pense, une fois ou deux d'être chanceuse, là, mais souvent, ça fonctionne pas. Mais c'est juste que je veux dire, si vous êtes pour refermer et qu'on n'a rien d'autre à faire, ben essayez donc ça, c'est gratuit, là. Fait que, mais oui, ça se peut très bien qu'ils se coincent, là, puis qu'ils ne veulent pas sortir. Quand le bout de racine est couché sur le côté dans le canal, on doit faire un trou aussi long que notre racine, où on peut y arriver des fois avec un plus petit trou. Ouais, quand il est rendu couché, idéalement, j'essaie de fenestrer pour le sortir dans la direction qui est, parce que d'essayer de le tourner, là, ça va être difficile. Ben, le principe, comme imaginez n'importe quelle chirurgie que vous feriez, vous avez besoin d'un accès à ce que vous faites, puis un accès pour vos instruments pour placer l'instrument ou l'organe, ou peu importe, dans une position qui a du sens pour y faire ce que vous voulez. Donc, s'il est couché, puis vous avez accès juste en avant, ben, il n'y a aucune façon où vous allez sortir de là. Fait que, si je faisais un trou de la largeur de ma racine, je serais capable de le sortir au complet. Euh, je pense que d'emblée, j'irais pour faire le trou de la largeur de la racine dans la position qu'elle est. Je n'essaierais pas de commencer avec plus petit puis d'agrandir peut-être au besoin parce que il y a juste, le risque, c'est que je la pousse juste plus loin. Puis là, ça s'en va en dessous de ma neuf, là, ça commence à être tannant d'enlever une neuf là, pour aller chercher un bout de racine. Des fois, sacrifier, mettons, la 6 en haut, c'est pas la fin du monde, mais d'enlever une carnassière parce qu'on a poussé le bout, c'est un petit peu plus insultant. Donc, ouais, je ferais le trou aussi gros que la largeur de la racine dans la position qu'elle est, que je pense que je vais la sortir dans ce sens-là. Fait que ça va faire un gros trou, mais je veux dire, une fois que vous allez refermer vos tissus, ça va tout se remplir de cette affaire-là. Là. Fait que, si faites-en un gros trou, c'est pas grave. Autre question? Maintenant, vous êtes toutes préparées si vous poussez quelque chose dans le canal mandibulaire ou dans le nez. Peut-être vous allez juste paniquer un petit peu moins. Pour l'instant, on n'a pas d'autre. D'avoir l'équipement adéquat pour vrai, ça aide, là. Mais ouais, fait que faites un trou plus grand avec votre fraise. Dans le pire des cas, allez avec deux aiguilles, puis essayez de le sortir délicatement. Dans le canal mandibulaire, ça glisse, parce que c'est ça, c'est comme huileux. Puis, il faut juste pas lacérer les vaisseaux. Euh, Là, si vous lacérez un vaisseau, là, c'est pas tant que il y a des conséquences pour le chien, mais c'est plus que là, à chaque fois, ça va coaguler, mais là, à chaque fois que vous allez retourner avec votre instrument, vous allez déranger le carreau, puis ça va se remettre à saigner. Fait que c'est quasiment un peu. La game est finie là, quand vous avez lacéré quelque chose parce que les chances que vous sortiez de la racine après ce stade-là est c'est un peu mort. Là. Fait que je vous dirais que si vous lacérez, refermez, puis soit vous le référez ou vous expliquez au client que ben, maintenant le chien a un bout de racine dans son canal mandibulaire, là, mais c'est un petit peu ça la conséquence, je vous dirais. C'est comme un peu game over quand il y a du sang de même. Voilà. OK, petite. Ça achève mes questions.
Euh, j'ai eu ce cas-là ce mois-ci, puis je m'attendais pas à ce que j'ai eu, fait que je me suis dit que j'allais vous partager. C'est une chienne femelle croisée, femelle stérilisée de 8 ans d'une race indéfinissable, chien de grande race quand même. Elle a cette masse-là, c'est comme dans le, le bout de la lèvre, c'est pas encore dans la partie poilue, là, mais c'est juste sur le bord. Ça pousse depuis le mois de mai. Impossible à aspirer parce que le chien est hyper nerveux et ça m'est référé. Donc, qu'est-ce que vous faites avec ça? À quoi ça vous fait penser? Un niveau plus difficile ce soir là, de cas. Ben, sinon, je peux aller chercher des radios de maladies parodontales, puis on peut juste les caler Ah! une par une, là. Ressemble à un papillon, biopsie excidionnelle, papillon, biopsie excidionnelle, cryochirurgie. Vous voyez, moi, je trouvais pas que ça ressemblait à un papillon. Les papillons sont souvent plus pâles, puis sont souvent comme spiky. Puis ça, c'était extrêmement pédiculé. Bon, peut-être que vous en avez vu plus que moi ou autant que moi. Mais j'ai pas pensé papillon. De toute façon, c'est un chien adulte. Ça fait 4 mois que ça dure. Ça n'a pas resté tout seul. J'avais pas vraiment ça en tête. En fait, j'avais pas grand-chose en tête. Je trouvais que ça ressemblait à rien, mais j'ai pas pensé papillon. Causé par 204, c'est quand même pertinent de, de vérifier l'occlusion, effectivement, parce que j'ai déjà eu des blessures de lèvres. Euh, si la dent, disons, il y a un petit peu d'extrusion ou la conformation n'est pas parfaite, le chien se pique, puis ben là, ça fait des granulomes, etc. J'ai déjà eu aussi des patients présentés pour mauvaise odeur venant de la bouche, là. Puis au final, c'était des chiens brachycéphales qui avaient plein de plis des lèvres. Puis là, ils ont des infections du pli des bords de la bouche, là. C'est vraiment super chouette. Ça sent vraiment pas bon. Fait que le mot en dermato, c'est de l'intertrigo. Fait que c'est comme de l'infection des plis. Puis ben, en fait, envoie ça en dermato, c'est pas, c'est pas moi qui gère ça. Mais ça c'est déjà arrivé que ça soit référé en dentisterie parce que c'est une mauvaise odeur qui vient de la bouche, mais finalement, c'était comme suintant, pas beau. Tu sais, ça aurait pu, à la limite, tu sais, faire penser à une masse ou à, tu sais, un phénomène un petit peu moins gentil. Euh, Fait que voilà, ça, c'est tranche de vie, ça m'est déjà arrivé que ça soit une infection des lèvres parce que le chien avait trop de lèvres. Mais ouais, causé par du sang. Mais là, dans ce cas-ci, c'était pas le cas. Retrait plus citrus. Ouais. Fait que moi, je trouvais que ça ressemblait à rien. Euh, Le fait que c'est pédiculé, ça m'achalait parce que tu sais, je trouve pas qu'il y a grand-chose dans la vie qui est méchant et qui est pédiculé. Fait que c'est quand même un grand chien avec pas mal de babines. Mais bon, j'ai appelé le client, j'ai eu la discussion avec lui. Ça peut être aspiré, je ne sais pas dans quoi je me lance. Si je fais une biopsie excidionnelle puis qu'on n'a pas de marge, ben là, je contamine mes marges, ça se peut qu'on se tire dans le pied. Si d'emblée, je prends des marges de 1-2 cm, ben là, on se tape une chirurgie plus compliquée que ça a besoin d'être. Fait que on va voir avec le client les objectifs budget, y a-t-il la possibilité de retourner plus tard, tu sais, etc., etc. Bon, là, le chien étant super nerveux, tu sais, c'était un peu plus la priorité de on veut faire ça one shot. Euh, Étant donné que c'est un grand chien, puis que j'avais quand même de la place, puis en fait, quand je palpais ça, je sentais vraiment rien en dessous de la peau, là. C'était pas induré, c'était pas gros, je sentais pas qu'il y avait quoi que ce soit qui infiltrait. Ça, c'est ma radio. La radio était prise avant le détartrage. Donc, vous voyez qu'il y a du tact sur les dents et ce n'est pas dans mes habitudes. D'habitude, je les prends après. C'est juste qu'on était dans une clinique où l'appareil radio n'est pas là où il y a la table de dentisterie. Fait qu'on a induit le chien, on a pris ses radios puis on l'a déplacé après. Mais à la radio, il y a rien, là. Fait que, tu sais, c'est pas adhérer au plan profond. Fait que je me suis dit, je pense que je suis capable d'avoir des marges de 1 cm, tu sais, puis d'être capable de refermer relativement facilement, là, tu sais, sans faire des flaps épouvantables. C'est quoi les enjeux quand on suture une lèvre?
C'est-tu comme n'importe quoi d'autre? Y a-tu des choses qu'on veut faire attention? Je vous envoie une masse de lèvres demain, puis tout le monde est comme, ouais, pas de trouble. Glande salivaire. Il y a la glande salivaire mandibulaire. Sinon, il y a plein de glandes salivaires mineures dans les lèvres, mais je dirais que c'est pas quelque chose qui change. On peut en enlever. Il y a comme 2000, je pense, glandes salivaires mineures dans la bouche des chiens et la nôtre. Donc, même si vous en enlevez 4-5, c'est pas grave. Euh, et puis, à l'intérieur, les canaux des glandes salivaires sont soit sous la langue ou proche de la PM4 en haut. Donc, en étant buccalement, il n'y a pas vraiment de chance d'attraper un canal quelconque pour ça. Bien apposé, des jonctions mucocutanées. Bon, deux choses. Les lèvres, ça pisse le sang. Spécialement, je dirais le rebord de la lèvre. Là, j'étais comme plus loin, là. Mais si vous devez un jour faire une pointe de tarte, là, où ce que vous prenez vraiment la lèvre et vous rapposez, ça saigne sur un moyen temps. Donc, c'était plus ça l'enjeu. En fait, encore une fois, pas pour exsanguiner le patient ou que vous allez en transfusion ou quoi que ce soit, mais c'est juste, dites-vous en partant, ça va saigner, mon site va être un petit peu plus difficile là, que, mettons, autre chose qui se passe dans la bouche. Puis bien apposer des jonctions, oui. Donc, c'est un peu, encore une fois, si vous êtes poigné un jour pour faire une pointe de tape dans une lèvre parce que vous l'enlevez une petite masse ou quoi que ce soit, c'est un peu comme une paupière, c'est-à-dire, c'est un tissu spécialisé, un rebord de lèvre, puis une fois qu'on a enlevé, il n'y en a plus. Donc, il faut vraiment juste essayer de replacer ce qui reste comme c'était. Puis, si vous devez reconstruire une lèvre, on veut qu'il y ait ce vestibule entre les dents et les lèvres parce que ça retient la bave. Si vous ramassez avec quelque chose qui pend, quelque chose qui est lousse, puis qu'on n'a plus de rebord, bien, ça se peut que le chien bave. C'est pas juste une question de c'est plate pour les clients, là, mais s'il y a de la bave constamment dans le pelage, bien, ça fait des hotspots, ça fait des infections, ça fait un petit peu des choses pas le fun. Donc, il y a vraiment une raison qu'on veut reconstruire comme je sais pas, comme un petit rebord, un petit parapet là, de lèvres. Fait que c'est vraiment juste, encore une fois, si vous faites une pointe de tarte, c'est pas mal le scénario le plus facile. Là. Fait que, vous prenez vos deux bouts puis vous les rapposez comme c'était. Euh, puis, si vous connaissez la petite suture en 8 là, qui est cool, là, quand on fait une paupière, vous pouvez absolument appliquer ça puis faire ça dans la lèvre. C'est décrit dans les textbooks, puis ça fait une belle job. Puis sinon, ben, c'est une fermeture de peau. Là, vous pouvez faire le nombre de plans que vous voulez. Puis dans la bouche, ben, vous prenez des points qui fondent. Donc, ouais, fait que ça saignait un petit peu plus. On a posé des jonctions cutanées. On peut respecter l'architecture, mais parfait. Vous êtes toutes prêtes. Fait que j'ai enlevé ça avec des marges de 1 cm. Fait que je me suis fait un petit dessin, une petite ellipse. J'essaie d'avoir 1 cm comme dans le plan profond aussi. Encore une fois, vu que c'est un grand chien, ça a quand même bien été. J'ai rasé son menton, par contre. Fait que là, j'étais préparée là, comme un chirurgien un petit peu plus de peau. Puis vous devriez le faire aussi, si un jour vous faites une pointe de tarte, là, on prépare la peau. Là. Dans la bouche, d'habitude, on ne scrube rien, là, mais là, j'ai scrubé. Puis ça m'a donné ça à la fin. En fait, je n'ai pas eu à toucher au rebord de sa lèvre. Fait que dans ce cas-ci, il n'y a pas eu rien à... Ben, c'est pas ça que j'ai reconstruit, mais là, on jase. Mais du point de vue de sa peau, j'étais quand même bien contente avec le rebord. Ça paraissait pas beaucoup. Puis là, j'ai laissé mes chefs vraiment longs, là, mais c'est juste parce qu'elle est nerveuse, puis c'est moi qui va falloir qu'ils enlèvent. Là. Mais tu sais, mes petits X sont ici. Et là, j'ai eu mon rapport d'histopathe. Il y en a-tu qui ont des gageurs? Parce que moi, j'aurais pas gagé ça. Est-ce que tu me donnes un indice ou quelque chose? Je me dis que si on l'avait aspiré, on aurait peut-être eu un diagnostic avant de se lancer. Mastocystome, ça reste 100% plus parce que des mastocytomes, ça ressemble à rien. Mais là, j'ai quelques personnes qui l'ont bien nommé. C'est revenu mélanome malin. J'étais un peu flabbergastée parce que c'est super pédiculé cette affaire-là. Fait que, oui, j'ai fait des marges de 1 cm, mais autour de mon pédicule qui, lui, était à peu près 5 mm. Là.
Euh, la chose qui aurait peut-être pu me sonner une cloche, puis bon, évidemment, la masse n'était aucunement pigmentée, là, fait que c'est pour vous dire que tous les mélanomes ne sont pas foncés. Par contre, sa lèvre est pigmentée, hein, fait que ça aurait pu donner un indice. Si jamais aussi vous avez des masses dans des langues qui sont noires, là, ou dans la tache noire sur la langue, là, pensez mélanome, là, parce que ça aime ça, la peau pigmentée. Et mes marches sont revenues saines. Fait que avec mon centimètre, j'avais ma plus petite marge était 5 mm. Fait que j'avais des belles marges là-dessus. Fait que c'est quoi la suite pour ce patient-là? C'était quoi son pronostic en ayant son mélanome excisé complètement? J'ai des bons possibles récurrences. Un cycle réservé, peut-être déjà métastase. Ouais. Donc, les mélanomes de bouche, d'habitude, c'est pas des bonnes tumeurs à avoir. Donc, souvent, ils peuvent venir de la langue, de la gencive, du palais ou des lèvres. Euh, de façon intéressante, les mélanomes des lèvres ont habituellement un meilleur pronostic que les mélanomes ailleurs. Ils sont comme moins méchants. Et là, on a eu un contrôle local. Donc, la récurrence locale est très peu probable. La seule chose qui m'achète, c'est que cette patiente-là, ça fait 4 mois qu'il a son mélanome. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a déjà des METs? Mais s'il n'y a pas déjà des METs, la chirurgie devrait être curative, en fait. Un mélanome, quand on peut l'exciser, c'est la meilleure chose à faire dans la bouche, là, la peau, je ne sais pas. Mais là, on a eu un contrôle local, j'étais très contente. Fait que là, on joue à chercher les métastases. Donc, le plan cette semaine, c'est d'aller aspirer ces nœuds lymphatiques et de faire des radiothorax parce que les mélanomes métastasient dans les poumons, donc très peu probable qu'ils métastasient à l'abdomen. Fait que pas d'intérêt dans un premier temps à aller faire une écho-abdo, mais j'ai espoir que ça va être négatif. Puis ma chirurgie, elle aurait été possiblement curative pour ce chien-là. Fait que son pronostic est quand même pas pire. Puis étant donné que c'est dans les lèvres puis qu'ils sont habituellement moins méchants, j'ai espoir qu'il n'y a pas déjà des mets. Mais je vais le savoir prochainement. Bon, on arrive près de 8 heures. Il y a Oui, quelqu'un qui a la main levée, Dr. Guillaume Bourque. Est-ce que vous voulez vraiment poser une question? Ah, la main vient de descendre. après, non, c'est pas une première. Je pense que Maud Oui, Perret c'est ça, a les déjà posé gens. une question une fois. Parfait. Hey, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui ont rentré pour ce... Peut-être, je pense. Oui. Bon, encore une fois, merci Josée de ton temps, de ta générosité, de ces cas qui sont passionnants. Et déjà, on sort notre popcorn, puis on réserve notre date pour lundi, le 27 octobre. On va faire le même sujet, mais pour les chats. Cette fois-ci, On vous va allez parler recevoir... des diagnostics de gueule ouverte chez les chats, OK? Du Oui. différentiel, là, je vous dis déjà ça, là, c'est prévu. Et donnez-moi un petit 48 heures et vous allez recevoir par infolette le lien pour l'enregistrement ainsi que les attestations. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup. À bientôt. Au prochain.